pratiquement impossible aujourd'hui de relier toute la République sans pour autant avoir les ouvrages de franchissement. Un projet très salvatrice que nous allons vous présenter aujourd'hui, c'est un projet de 100 ponts. Ce projet de 100 ponts à travers la République démocratique du Congo sous la matérialisation de l'office de route. Voilà pourquoi nous avons approché pour vous, mesdames et messieurs, aujourd'hui, Herman Mutima Sakrini, qui est directeur général de l'office des routes. C'est lui, notre invité. Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous à votre magazine RDC Infrastructure et Développement. Herman Mutima Sakrini, vous êtes directeur général de l'Office des routes. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci pour j'ose croire que vous allez bien. Très bien. Nous vous avons approché aujourd'hui pour parler d'un projet, c'est le projet 100 ponts à travers la République démocratique du Congo. D'entrée de jeu, pouvez-vous nous parler de la jeunesse de ce projet de 100 ponts? C'est quoi exactement pour les gens qui nous suivent? Ouvrage des franchissements, ça vous aimez bien le dire que c'est impossible, ça j'ai tiré de vous, que c'est impossible de relier toute la République sans ouvrage des franchissements. Vous vous souvenez de ce qu'un grand professeur avait dit? La route du développement passe par le développement de la route. Parce que sans la route, on ne peut rien faire. Grâce à la route, en tant que moyen de communication, les populations peuvent se déplacer, les marchandises peuvent être transportées d'un endroit à un autre, et c'est ça qui crée l'activité économique. C'est ça l'importance de la route. Nous, en tant que gestionnaires de la route, nous avons cette responsabilité d'amener les personnes d'un endroit à un autre. Et nous utilisons ce qu'on appelle communément les routes. Mais en parcourant ces routes, vous arrivez à des endroits où vous ne savez pas comment faire. Ou bien il y a une rivière, il y a un cours d'eau, il y a un fleuve. Qu'est-ce que vous faites? Alors, à ce moment-là, vous utilisez ce que nous appelons des ouvrages de franchissement. Exact. Ça peut être un ouvrage qui est fixe, qu'on appelle pont. Ça peut être un ouvrage qui est mobile, qu'on appelle bac. Alors aujourd'hui, nous allons nous attarder d'abord sur des premiers types d'ouvrages, ça veut dire les ponts. Alors, pour votre information, j'aime bien le dire, nous sommes responsables du réseau routier d'intérêt général de la RDC. Ça comporte 58 129 km. 58 129 km. Voilà. Pour l'ensemble de la RDC. Ça, c'est le réseau à notre charge. À charge de l'Office des routes. Voilà. Mais il y a d'autres éléments du réseau routier national qui sont gérés par l'OVD, la voirie, et 7400 km environ, et 86 000 pour les routes de desserte agricole, c'est l'OVDA. Donc nous avons cette responsabilité, et dans ce cadre-là, nous avons à charge tout ce qui concerne la route d'intérêt général. Alors sur notre réseau, il y a bien sûr ces ouvrages de franchissement, les ponts. Et je voudrais dire que nous avons environ plus de 1800 ponts sur les réseaux prioritaires. Et ces réseaux-là comportent des ponts en béton armé, environ 15%, des ponts en bois, environ 20%, et les 65% restants pour les ponts
métalliques. Alors, ce que je peux dire, c'est que la plupart des ponts métalliques ont été construits, ces ponts-là ont été construits avant l'indépendance, donc vers les années 50 principalement. Alors, si vous faites avec une durée de vie moyenne, disons, de 50 ans, vous arrivez à comprendre que de 1950, vous arrivez à 2010, vous voyez déjà où est-ce que vous êtes. Donc, vous avez vraiment urgemment changé. Vous avez dépassé la durée de vie normale, si vous voulez, de ce pont. Alors, lors des inspections routières, nous avons constaté qu'il y a certains incivils qui ne manquent pas. Nous avons remarqué d'abord que les ponts sont devenus de plus en plus vétustes, mais il y avait quand même certains habitants des environs qui venaient enlever certains éléments des ponts. Et ça les fragilisait aussi. Donc on a assisté à des effondrements, des travées des ponts. Alors, ceci nous a interpellés aussi sur la nécessité d'arriver à moderniser ces ponts-là. Donc, tout est parti de là. En tenant compte, bien sûr, de tous ces abus de population pour éviter que ces nouveaux ponts, qu'on ne vole pas des éléments comme on le faisait hier. Bon, je voulais d'abord situer. Donc, nous sommes à cette période-là. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que les ponts qui étaient construits à l'époque coloniale, la charge autorisée, ça variait de 25 à 32 tonnes. Bon, avec l'enrichissement, je peux dire ça comme ça. La croissance de la population. Bon, la croissance, l'enrichissement. Oui. Donc, au lieu d'avoir des petits véhicules, comme tout le monde aime bien le dire, il y a maintenant des véhicules de grand tonnage. Et associé à tout ce que je venais de dire ici, nos ponts étaient en difficulté. Exact. Alors, dans un premier temps, on voulait moderniser 100 ponts. Je vous ai parlé de 1800 tout à l'heure. Donc, 100 ponts, ce n'était qu'un début. Donc, nous avons mis d'abord à étudier comment arriver à moderniser les 100 ponts. Parce que l'objectif, c'était d'arriver à les moderniser et aussi à augmenter la capacité portante de ces ponts-là. Au lieu d'avoir 32 à 25 à 32, qu'on arrive à plus, 40, 60, pourquoi pas 80 tonnes par voilà, an. plus. Alors, donc, c'est comme ça que nous avons payé à initier ces ponts-là. Mais bon, il y a eu quelques difficultés. Ça manque pas. Quelques difficultés dues à des ressources. Donc, le programme n'a pas pu être réalisé comme nous on l'aurait souhaité. Il y a quelques éléments de pont que nous avons placés sur des axes un peu prioritaires, mais il est resté le reste. C'est ainsi que nous avons continué notre plaidoyer auprès du gouvernement. Oui. Et le gouvernement actuel A donné les moyens. a donné les moyens. Ça, il faut quand même saluer ça. Ok. Alors, c'est avec ça que nous avons pu maintenant mettre en place ce programme. Des 100 ponts. 100 ponts. Alors, ce programme a deux volets. Le premier volet, c'est le volet de... Bon, au départ, c'était 30 ponts. Oui. C'était 30 ponts pour un coût de 12 millions 600 environ de dollars, 100 000 dollars. Mais ça a pris du temps pour arriver à ce que ce contrat entre en vigueur. Nous avons signé ce contrat-là en 2017, mais c'est seulement en 2020, avec le gouvernement qui a pris en place, qu'on a eu à avoir les moyens pour mettre ce contrat en vigueur. Donc c'est depuis l'avènement du président actuel, Félix Tshisekedi, voilà, que le projet a été mis en danse, je peux dire. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Alors donc, à ce moment-là, maintenant, nous avons eu les moyens pour mettre ce contrat-là en vigueur. Et les ponts ont commencé donc à être fabriqués. Et moi-même, je suis allé en France, dans les usines, avec les directeurs pour aller voir et examiner, voir dans quelles conditions ces ponts étaient fabriqués. Les éléments qui sont derrière nous ici proviennent de la France. De la France, voilà. Exactement. Donc, c'est comme ça que nous, on a pu mettre en force ce programme-là. Et après, nous avons négocié pour qu'au lieu de 30 ponts, que ce soit 44 ponts. Toujours avec le même fonds, la même enveloppe. Et nous l'avons obtenu. Donc maintenant,
nous avons le premier lot de 44 ponts. Qui sont déjà en RDC ici, à Kinshasa. 44 ponts Oui. déjà en RDC. Ok. Donc 4 qui sont à Goma, qui sont venus par le Kenya, et le reste par ici. Donc il y a 10 qui sont en route maintenant, venant de la France, qui sont en route, qui vont arriver d'ici la fin du mois ou au début du mois prochain. Donc si je comprends bien, le déploiement n'a pas encore commencé à travers les villes qui doivent bénéficier de ces ponts. Voilà, le déploiement supposait avoir les fonds. Parce qu'une chose est d'acheter les ponts, une autre est de les déployer et de les lancer là où il faut les lancer. Donc nous avons sollicité des fonds au niveau du gouvernement et le gouvernement, en tout cas, je voudrais tirer un coup de chapeau, le gouvernement a réagi promptement. Positivement. Voilà, et a mis des fonds à notre disposition. Et maintenant, le programme de déploiement a commencé. Donc nous rassembler parce qu'ici on a mis un peu les pièces en vrac dans des conteneurs. Maintenant on doit savoir que les éléments ici doivent aller à Embo sur la RN25 et l'autre vont aller là-bas, ainsi de suite. Donc ça c'est un grand travail que les techniciens ici vont faire pour les rassembler, les différentes pièces par rapport au pont et leur destination. Donc c'est ça ce travail-là qui est en cours actuellement. Et nous allons, d'ici la fin du mois, déjà un premier lot qui va partir vers le Haut-Tour, en passant par Kisangani. Par route? Non, par fleuve. Par fleuve jusqu'à Kisangani et puis par route. Il y a d'autres qui vont prendre la route aussi d'ici, du côté du Kassai. Du côté du Kassai ici, pour atteindre Chikapa et dépasser Kananga et allant sur la route de Donc c'est ça le programme de déploiement. Parce que nous parlons du déploiement, monsieur le DG, quels sont les critères aujourd'hui qui peuvent faire que vous allez déployer 10 ici, 5 là-bas quels sont les critères? Est-ce que par rapport à ces déploiements, il y a un équilibre parce qu'aujourd'hui nous avons 26 provinces. Est-ce que le besoin est le même dans chaque coin de la RDC? Je vois où est-ce que vous voulez en venir. Nous faisons la répartition fonctionnelle. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Lorsque nous faisons des inspections, donc on remarque que l'état d'un pont est devenu préoccupant et que ça peut s'écrouler à tout moment. Donc nous avons identifié maintenant tous ces ponts. Donc le premier critère c'est l'état du pont, l'état de dégradation et le risque que cela peut entraîner en cas d'écroulement. Ça c'est le premier élément. Deuxième élément, où se trouvent ces ponts-là, sur quel axe routier? Donc voir les routes à grand trafic d'abord. Ouais, par exemple, si je suis sur voilà l'importance de la route. Donc si je suis sur la RN1, si je perds un pont là-bas, c'est dramatique. Par rapport peut-être à une RP, bon, les drames c'est un drame, mais bon, les échelles ne sont pas les mêmes. Donc à ce moment-là, nous regardons cet aspect-là, sur les grands axes à grand trafic, quelle est la situation et nous attaquons. Ensuite, c'est le problème de les besoins de désenclavement. Oui. Des coins profonds, voilà. Congo profond. Voilà, je prends par exemple, si vous quittez ici, vous voulez aller vers le centre du pays. Vous prenez la rivière Sankou, vous arrivez à Benadibel. Mais comment atteindre Kananga? Actuellement, il y a des ponts qui nous posent problème sur cette distance-là. 260 km environ. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On fait un grand détour pour arriver, plus de 300 km pour arriver. C'est ce qui est à la base aussi de la montée, de la flambée des prix des denrées alimentaires dans le Congo profond, dans certains coins. Voilà, on a regardé ces cas-là, il faut qu'on puisse régler ces problèmes ici. Voilà, en réglant ça, on arrive maintenant à créer la connectivité entre deux zones, deux contrées, et ça permet maintenant de résoudre un problème économique et social qui se pose. Donc c'est dans ce sens-là, mais dans le premier volet de 44 ponts, nous avons 20 provinces, si vous voulez parler de la politique,
Oui, bon, c'est pas seulement de la politique, monsieur le DG, parce que les téléspectateurs qui nous suivent risqueront de me condamner pour dire, voilà, vous n'avez pas posé cette question au DG. C'est vrai, vous venez d'expliquer qu'il y a par rapport à l'importance de telle ou telle autre route, et c'est bien. Si vous pouvez aussi citer les provinces, c'est pas un péché. Hein. Je ne peux pas citer pour ne pas... Bon. Je vous dis, dans le premier volet ici, des 44 points, il y a 20 provinces. Ouais. 20 provinces. Et vous n'allez pas citer? Non, 20 provinces. Pourquoi je ne cite pas? Parce que je risque d'être mal compris. Parce qu'en dehors de ces programmes ici, je vous ai dit que nous avons commencé à réfléchir sur les ponts depuis 2014. Donc il y a d'autres programmes que nous avons avec d'autres partenaires, hein, comme la Banque mondiale, ainsi de suite, dans d'autres provinces. Et ces provinces-là, du fait que nous avons travaillé là il y a 1 an, 2 ans, on ne pouvait pas les mettre dans ce programme ici. Oui. Donc si je cite ça comme ça, on va dire oui, moi on m'a oublié, alors que je n'ai pas dit que là-bas on a travaillé il y a 2 ans. C'est aussi ça la politique, monsieur le DG. Voilà. Donc, mais dites-nous un peu, par rapport, nous voyons à travers, dans le Congo profond, il y a des endroits où il y a un autre pont, mais à côté on construit un autre. Est-ce que vous allez automatiquement changer ou construire à côté des vieilles infrastructures qui existaient déjà pour les enlever après peut-être? Non, pendant qu'on construit un nouveau pont, on peut construire un pont provisoire selon la cartographie du milieu. On peut construire un pont provisoire et pendant les travaux, on utilise ce pont provisoire. Oui. Et après, on peut l'enlever, on va chercher un autre endroit où on peut le mettre. Donc on peut travailler comme ça, suivant les spécificités de chaque site. Voilà. C'est un projet très important pour relier les routes dans le Congo profond. J'aimerais que vous puissiez lancer un message aux téléspectateurs, pas de Kinshasa, c'est vrai, dans le Congo profond, dans les 25 provinces qui vous suivent, qui attendent impatiemment la matérialisation de ces projets. Qu'est-ce qu'ils peuvent attendre? La durée des travaux que vous allez prendre, est-ce qu'ils peuvent savoir? Ça tourne autour de combien de temps à peu près? Par rapport à la durée, comme je vous ai dit, il y a 34 qui sont déjà en RDC. Les ponts qui sont du côté de Goma vont être installés au niveau du sud Kivu, ainsi de suite, là-bas. Alors, ceux qui sont ici vont aller dans la partie ouest et le centre et un peu vers le nord. Alors, nous avons pris des dispositions de telle manière que d'ici la fin de l'année, la fin de l'année 2022, disons que pour donner globalement les problèmes, nous avons calculé de telle manière que les 104 ponts, là, finalement c'est 104, puissent être installés avant la fin de l'année 2023. Donc d'ici 2023, la fin de 2023, ces 104 ponts seront installés. Mais l'année 2023, permettez-moi de vous interrompre un peu, monsieur le DG. L'année 2023, c'est l'année électorale. Pourquoi? Vous ne pouvez pas réduire votre calendrier de travail? Je n'ai pas dit que nous allons les terminer l'année 2023. Nous allons, cette année, d'ici la fin de l'année, avec le déploiement qui est en cours, dans nos prévisions, nous voulons installer même plus d'une vingtaine cette année ici. D'ici décembre 2022. Voilà, nous sommes au mois d'août. Aujourd'hui, c'est le 24, si je ne me trompe, qu'on enregistre cette émission. Donc, il nous reste septembre, octobre, novembre, décembre. Donc, 5 mois. En 5 mois, déjà, vous pouvez faire le 20%. Non, 50%. 50% déjà. 50% de ce que vous devrez 44. Faire. De 44. Voilà. C'est ça que je veux dire. Alors, maintenant, pour atteindre les 100, l'année prochaine, c'est vrai. Nous allons, compte tenu des délais, nous allons travailler en synergie avec le secteur privé. Donc le secteur privé va aussi être associé avec les équipes de l'Office des routes. Et à ce moment-là, nous allons travailler de telle manière que, et ce que nous faisons nous-mêmes et ce que nous faisons avec les entreprises privées, qu'on puisse tenir les délais de fin d'année prochaine, qu'on ne parle plus de ce programme. Alors dans cette logique, cela va vous permettre de réduire les timings. Comme ça, vous allez multiplier la main-d'œuvre, si je comprends bien. Oui, puisque vous avez parlé de l'impact sur les populations locales, au-delà du fait qu'elles vont avoir accès à des ouvrages qui vont permettre de régler les problèmes de circulation, il y aura aussi de l'emploi qui va être créé, puisque pendant les travaux, nous allons recruter la main-d'œuvre locale.
Des journaliers qui sont Voilà. parfois payés 8 000 francs, 10 000 francs. Non, 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 on les paiera plus que ça. Ah, ok. Boyoki, déjà, oui, on va vous payer plus que ça. Parlons de pont, monsieur le DG. Est-ce que nous pouvons savoir la longueur, la largeur de chaque pont en termes de détails pour que les gens qui vont bénéficier de ces ouvrages sachent que ça sera un pont d'autant de mètres et Oui, on a parlé de la largeur de 4,5 mètres à peu près. Et pour la longueur, ça dépend des sites. Tous les sites ne sont pas les mêmes. Nous allons avoir des sites de 100 mètres, des sites de 40, des sites de 30, ainsi de suite, selon les spécificités de chaque site. Parce que réaliser tout cela, il faudrait que vous ayez de moyens. Mais est-ce que vous ne parlez pas, monsieur le DG, pour que demain on entende dans le gouvernement? Est-ce que vous avez le moyen de faire et de réaliser tout ce que vous nous dites maintenant? Si nous revenons, par exemple, au mois de décembre ici, on va trouver ces conteneurs vides. Derrière nous, ce conteneur est... Si vous venez au mois de décembre, vous ne verrez plus ces conteneurs. Ces conteneurs seront vides, si vous voulez, ou bien seront envoyés là où ils doivent être envoyés avec les équipements qui seront regroupés selon les destinations. Oui, parce que c'est 100, ici il y en a 44, vous avez dit, et le reste, ça arrive à Kinshasa quand? Est-ce que c'est déjà commandé, c'est déjà fabriqué ou... Les 60? Oui, les restes qui sont en France. Parce que vous avez dit que vous les avez... Sur les 44, il y a 34 qui sont déjà ici au Congo. Il y a 10 qui sont en cours d'acheminement, qui vont venir. Mais en dehors de ça, il y a le deuxième programme, le deuxième lot dans ce programme. En dehors de ces 60, 100. En dehors des 44, il y a 60 ponts. Qui est dans la même enveloppe des 104, comme vous venez de le dire. Voilà, oui, qui est dans la même enveloppe des 104. Financé par le Trésor public. Exact. Mais pendant qu'on échangeait ici, vous avez parlé de la BAD. Alors la BAD intervient où? La Banque africaine de développement. Ça, j'ai parlé des programmes en dehors de celui-ci. Toujours le programme des ponts. Toujours le programme des ponts que nous avons commencé avant celui-ci. Mais qui n'est pas encore financé. C'est financé aussi. C'est pour ça que je vous ai dit que dans certaines provinces, nous avons déjà travaillé avec d'autres partenaires. Et comme il ne fallait pas... Le jour où nous allons faire une émission globale sur ce que nous avons fait, je vais vous citer tout ça. Non, ça ne dérange pas, vous pouvez aussi nous énumérer quelques-unes par exemple. Oui, par exemple, pour vous donner un chiffre, les 3 dernières années ici, que ce soit ce que l'Office des routes a fait, par nos brigades ou par ceux qui travaillent en sous-traitance par rapport à nous, nous avons travaillé sur 150 ponts. Les 3 dernières années. Profond, les 3 dernières années. Voilà, 2019, 2020, 2021. Là, avec le financement de la BAD. Pas seulement la BAD. Le Trésor public. Même Trésor, ça dépend. Donc nous avons 90 ponts que nous avons eu à construire et 60 ponts que nous avons eu à réhabiliter. En fait, moi, mon souci, monsieur le DG, c'est de démontrer à la population qui nous suit en ce moment, de savoir quelle est la part que le gouvernement a prise en charge, quelle est la part que la BAD a prise en charge. Et quand la BAD, une question me vient en esprit, quand la BAD prend ce genre d'initiative, par exemple, que je veux financer un projet de 50 ponts, 10 ponts en RDC, qu'est-ce que cette BAD reçoit en retour? Ce sont des dons ou ce sont des dettes? Ça se passe comment? Non, la BAD, on va à la BAD avec un programme qu'on définit, on négocie avec la BAD, et la BAD, en fonction de ce que vous avez présenté comme dossier, et met de l'argent à votre disposition. Nous avons travaillé plus avec la BAD concernant, je prends la route nationale numéro 1, la RN1. Voilà, pour la modernisation de cette route. Et dans ce travail de modernisation, il y a bien sûr des ponts qui sont concernés. Mais ce n'est pas qu'on faisait un programme de modernisation des ponts avec la BAD. C'est l'ensemble, c'est-à-dire ça prend et les routes et les ponts. Voilà, les routes, les ponts qui sont sur les axes modernisés par la BAD. Ok. Voilà. Maintenant, j'aimerais savoir, monsieur le DG, quand la BAD finance, la BAD met la main en poche. Je prends l'exemple que la BAD, c'est une personne comme Aimé Mutombo, je sors mes 100 $ pour donner à l'Office des routes, pour faire un travail X. Mais en retour, qu'est-ce que la BAD reçoit? La BAD, c'est un partenaire de la République. La BAD peut intervenir sous forme de dons.
et met de l'argent sous forme de dons à un pays. À ce moment-là, vous ne remboursez rien. Hein, vous avez le financement et vous travaillez sur base de ces dons. La BAD peut aussi vous amener des financements sous forme de prêts, mais avec des taux qui sont bien. Alors à ce moment-là, vous faites votre ouvrage, vous construisez votre infrastructure et vous avez maintenant un programme de remboursement de ces prêts-là convenu avec la banque. Via le FONER, par exemple? Non, le FONER n'est pas concerné par ça. Ah, il n'est pas concerné par ça. Ça, c'est directement la BAD et la République. Et le Trésor public. Avec les agences d'exécution. La BAD et le Trésor public, directement. Bon, les gouvernements. C'est ce que moi j'appelle Trésor public. Voilà, les gouvernements. Mais aussi, monsieur le DG, est-ce que c'est possible aujourd'hui, parce que vous nous avez parlé à peu près des 1000 pans, si je me trompe, plus de 1000 pour toute la République, y a-t-il possibilité aujourd'hui d'intéresser, d'entrer par exemple dans un partenariat public-privé où on peut réaliser quelques infrastructures et mettre des péages pour que ces gens-là récupèrent leur argent demain en vue d'accélérer le développement dans des coins perdus? Plusieurs fois, nous avons effectué des voyages avec vous à l'intérieur du pays. Vous voyez l'état que la République démocratique du Congo présente aujourd'hui. C'est vaste. Oui, c'est vrai. C'est vrai, en dehors de... Parce que là, je dois dire que c'est l'effort du gouvernement. C'est l'effort du Trésor public, ce programme de 100 ponts ici. C'est des fonds propres du gouvernement. Bon, maintenant, compte tenu des besoins immenses du pays et de la volonté de tout le monde d'aller vite, il faut chercher d'autres mécanismes de financement. D'où l'intérêt d'avoir des partenariats publics-privés. Ces partenariats-là peuvent être exploités, les gouvernements négocient et ça permet d'avoir des fonds pour moderniser les infrastructures routières, en ce compris les ponts qui sont sur ces axes-là. Vous savez, monsieur le DG, que nous avons un petit budget avec... un petit budget, quand je dis petit budget, c'est par rapport aux besoins de la République. Tout est urgent aujourd'hui, il y a la guerre à l'Est. Alors, comment faire pour approcher ces partenaires en vue d'accélérer le développement? Bon, généralement, les partenariats, il y a plusieurs mécanismes liés à ces financements-là. Il y a des financements qui arrivent à se gérer, à avoir tous les remboursements liés au péage, par exemple. À ce moment-là, la République n'est pas concernée dans les remboursements. Les promoteurs viennent, et nous faisons une étude, et puis ça arrive à un coût. On signe un contrat, et le gouvernement lui dit, bon, pendant 20 ans, vous avez la concession sur telle route. Entre-temps, nous, on reste avec les infrastructures. Voilà, et construit l'infrastructure, et avec les péages, commence à récupérer pendant les délais convenus avec le gouvernement. Et après, ce délai-là, il remet à l'État. Alors l'État peut en faire ce qu'il veut. Il peut encore signer notre contrat ou bien basculer ça dans le système public pour gestion. Mais pourquoi ça ne se fait pas, monsieur? Non, ça s'est fait. Parce que il y a des études déjà menées dans ce sens. Ça s'est fait parce que, bon, on n'avait pas la culture de ces PPP ici dans le pays. Ça, je dois l'avouer. Parce que nous avons eu beaucoup de problèmes à mettre en place certains projets de PPP. Bon. D'abord, il fallait faire beaucoup d'études. Bon, les études n'étant pas encore totalement faites, il faut passer par là, parce qu'un investisseur, pour mettre son argent, doit savoir ce que ça va coûter. Et ça, il faut une étude d'avant-projet détaillé pour arriver à savoir effectivement ce que ça coûte. Voilà. Alors, ça, c'était le premier volet, la disponibilité d'études par rapport à ça. Alors, deuxièmement, maintenant, les garanties. Moi, j'amène mon argent et bon, qu'est-ce qui me rassure que, bon... C'est là où le problème se pose, peut-être? C'est là où il y a souvent des problèmes. Comment un privé peut venir investir dans un secteur et récupérer son argent? À ce moment-là, il faut négocier les garanties. Quelle forme de garantie? Il y a plusieurs mécanismes de garantie. Les garanties par des ressources minières, garanties, il y a toutes sortes. Il faut négocier chaque cas par cas. Et à ce moment-là, vous arrivez à un accord. Avec cet accord-là, le privé, il se lance.
comme je disais l'autre jour, il y a un contrat de partenariat qui vient d'être approuvé par la DGCMP pour moderniser la route entre Luna, bon, puisque du côté de Kassine jusqu'à Luna c'est fait. De combien de kilomètres? C'est environ 700 km. 700 km. Voilà, donc jusqu'à Kisangani. Et alors, une route importante. Oui, la RN4. Bon, alors ça, c'est avec les privés. Alors tous les ponts qui sont sur cet axe-là, bon, ils vont être aussi concernés par ces PPP. Mais là, le projet actuel que nous avons parlé aujourd'hui, ce n'est pas concerné sur cet axe? Non, sur cet axe-là, nous avons déjà travaillé, toujours avec la société française ici, il y a quelques années, pour moderniser les ponts sur cet axe-là. Donc on a commencé d'ailleurs, quand j'ai parlé du programme, on avait démarré par cet axe-là. Le nom de la société française qui fabrique ces ponts, c'est Matière. Société Matière. Voilà. Et la durée de vie de ces ponts qui sont derrière nous? Voilà. Avant, la durée de vie était de 50 ans. Ouais. Cela, c'est 70 ans. 70 ans. Voilà. La technologie ayant évolué, maintenant, on arrive à améliorer sur cet aspect-là, et au niveau de la capacité portante, et au niveau de la durée de vie. Donc c'est ça l'intérêt de ces programmes. Monsieur le directeur général, Herman Moutima Sakrini, est-ce que vous avez autre chose à ajouter en dehors peut-être des questions que nous avons posées? Non, je voudrais dire que l'Office de route, c'est une maison d'experts. Le gouvernement doit s'appuyer, puisque nous sommes ingénieurs conseil du gouvernement en matière de route d'intérêt général, le gouvernement doit s'appuyer sur nous pour bâtir des vrais programmes de développement de ces pays. Il est grand temps qu'on cesse de faire des petits investissements sur les routes. Il faut que nous allons vers la modernisation. Nous avons un pays qui n'a que 3700 km de routes asphaltées, 6,5% de notre réseau. C'est une honte pour ces pays. Donc on ne peut pas continuer comme ça. Il faut aller vers la modernisation. Donc il faut changer des méthodes, changer des options, changer des mécanismes de financement pour arriver à ce que d'ici quelques années, nous disons d'ici 10 ans, si on met les moyens, et les moyens au niveau de l'esprit, les moyens matériels et les moyens humains, on peut arriver à faire ça. Parce que vous êtes gestionnaire des routes d'intérêt national, M. Herman Moutima, est-ce que c'est possible aujourd'hui de relier toute la République démocratique du Congo par voie routière? Mais cela nous prendra combien de temps à peu près, si on a tous les moyens? Ça dépend de ce que vous voulez mettre comme ressources. Nous avons identifié un réseau que nous appelons un réseau d'intégration nationale et régionale. Ça veut dire que la RDC ne sera plus isolée des autres pays. Aujourd'hui, vous quittez un pays X, je ne cite pas le nom, vous arrivez, et je n'ai pas compté les PPP. Donc, moi je me dis, en 10 ans, c'est faisable. Donc nous pouvons dire que il faut arrêter ça. Ça doit changer. Alors, nous avons identifié 22 000 km de routes. Ces 22 000, si nous arrivons à les moderniser, les gens qui quittent les pays étrangers, qui viennent sur nous, ils vont trouver que nous sommes développés. Et nous-mêmes à l'intérieur, puisqu'on l'a calculé pour que chacun, toutes les provinces puissent être reliées à Kinshasa par voie routière moderne, et que toutes les provinces entre elles aussi puissent être connectées. C'est comme ça que ça a été conçu, ces réseaux de 22 000 km. Donc nous pouvons dire, monsieur le DG, que les gouvernements précédents n'ont pas donné cette volonté. Je vais en arriver. Donc, les 22 000 là, je vous ai dit l'autre jour que nous avons de quoi asphalter. Hein, jusqu'à 1350 km de route par an, avec le matériel que l'Office des routes a à disposition, acheté par le gouvernement. Donc ce matériel-là n'attend que d'être utilisé, n'attend que d'être installé et utilisé. Donc si le gouvernement débloque 6 millions pour compléter, maintenir, et puis on aura de quoi asphalter 1350 km de route par an. Bon, en 10 ans, vous voyez, on est à 13 000. En 10 ans. Ça, c'est avec le matériel de l'Office des routes. Je n'ai pas encore compté le matériel des autres entreprises privées qui ont aussi des centrales d'enrôlement. Qui viennent aussi en appui. Voilà. Et je n'ai pas compté les PPP. Donc,
Moi, je me dis, en 10 ans, c'est faisable. Donc nous pouvons dire que le gouvernement précédent n'ont pas eu cette bonne volonté qui est en train de se manifester présentement avec Félix Tshisekedi, à la tête de la RDC, bien sûr. Bon, je crois qu'il faut reconnaître que l'approche qu'on a suivie depuis l'indépendance n'était pas bonne. Bon, on était dans l'approche des routes en terre. Route en terre, route en terre, route en terre. Et c'est ça qui nous a amenés jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, nous sentons avec le gouvernement en place qu'il y a une autre volonté d'aller de l'avant. C'est ce que j'ai souligné tout à l'heure avec ces programmes. Donc avec cette volonté de changer les choses, de ne plus faire comme avant, nous sommes sûrs qu'il y aura de bons résultats. C'est tout à l'honneur du gouvernement en place. Parce que moi, je trouve que ce sont des enveloppes jetées. Parce que quand vous mettez 500 000 $, il suffit juste d'une petite pluie. Une petite pluie. Et quand on passe, c'est comme si on a jeté cette enveloppe dans la rivière Njili, au fleuve Congo, par exemple. Merci beaucoup, M. Herman Mutima Sakrini. Cette émission est terminée. Votre mot de la fin? Le mot de la fin, c'est ce que le pays est vaste. Le secteur routier, c'est le secteur le plus important qui peut booster le développement de ce pays. Donc nous souhaitons que le gouvernement, le chef de l'État, sous son impulsion, puisse nous soutenir. Et avec ce soutien, et nous sommes sûrs que ça sera le cas, nous allons transformer ce pays ici en un pays où les routes ne vont plus être comme ce que nous vivons aujourd'hui. Merci beaucoup. De partout vous nous avez suivis, mesdames et messieurs, nous vous disons infiniment merci de l'attention particulière. Vous nous avez pris en cours, je tiens à vous rappeler que nous avons parlé aujourd'hui du projet Sans Pont avec Herman Mutima Sakrini qui est le directeur général de l'Office des routes. Le rendez-vous est pris pour le prochain numéro. Vous n'êtes pas encore abonné sur notre chaîne YouTube, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Aimé Mutombo pour ne rien rater par rapport à l'actualité des infrastructures en RDC. Au revoir et au prochain numéro.